Bonjour, dans cette vidéo à la découverte de Canvas, c'est-à-dire un moyen que nous offre le HTML de dessiner programmatiquement, c'est-à-dire par des instructions de programmation, du JavaScript en l'occurrence. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un certain nombre de formats à disposition pour notre navigateur préféré, à savoir la possibilité de mettre des images au sens habituel, sous-entendu image GIF, PNG, JPEG, créées par un logiciel de type Photoshop par exemple. Mais nous avons également la possibilité de faire des animations directement dans le DOM en utilisant par exemple les CSS3, donc CSS3 qui vont nous permettre notamment de faire des transitions, des translations, des rotations, des choses de ce genre. Nous avons également la possibilité, notamment grâce à JavaScript, d'animer le DOM, sous-entendu d'utiliser, si on utilise par exemple jQuery, la fonction animate et tous les outils qui vont avec. On peut faire voler des montgolfières, spécial dédicace à mes élèves, mais on peut évidemment jouer en fait sur les propriétés position, les z-index et autres du DOM. En dessin un peu plus poussé, eh bien, on optera bien évidemment sur les formats pur dessin, sous-entendu SVG pour du vectoriel et Canvas justement pour du bitmap. Les deux permettent de faire des animations, les deux permettent de faire de l'interactivité, les deux permettent de faire pour moi des tutos, sous-entendu un tuto sur le SVG sera à suivre très prochainement selon le temps disponible, donc on va dire prochainement. Canvas est souvent qualifié, on va voir, de PNG dynamique, sous-entendu c'est une image de type PNG que l'on va pouvoir animer, de pouvoir programmer, sauvegarder éventuellement de différents moyens. On aura la possibilité, on n'étudiera pas forcément ça aujourd'hui, mais il y a possibilité de faire aussi des interactions, c'est-à-dire de cliquer sur le canvas, de récupérer les coordonnées de la souris et de faire tout un tas de choses, bien évidemment. Les performances sont assez bonnes, surtout si on prend un certain nombre de précautions en termes d'animation, ce qui fera l'objet sans doute d'une tuto spécifique pour l'animation. Dans la mise en place de Canvas, je l'ai dit, c'est une balise. Il faut donc que notre balise possède bien sûr une base HTML, sous-entendu. Sous-entendu, j'ai déjà pris de l'avance, c'est-à-dire que j'ai créé une page HTML qui va contenir un petit peu de CSS, principalement destiné à positionner notre Canvas en condition totale, c'est-à-dire qu'il fasse le plein écran. Ce ne sera pas toujours le cas, bien sûr, mais c'est un petit peu l'idée que je veux obtenir aujourd'hui, c'est-à-dire un canvas qui utilise l'ensemble de notre navigateur. C'est souvent le cas, ça n'est pas systématique, bien sûr. Attention à ne pas se contenter d'utiliser la CSS pour dimensionner le canvas, parce que cela risque de déformer ce qu'il y a à l'intérieur du canvas. Là encore, dans une vidéo sur Canvas+, on va dire, on abordera comment bien faire les choses en termes de positionnement, etc. On va se contenter de basique aujourd'hui. Donc, premièrement, un petit peu de CSS, j'insiste pas. Deuxièmement, un peu de HTML, sous-entendu, il nous faut la balise Canvas proprement dit, qui, comme c'est une image, va avoir une width et une height, c'est-à-dire une hauteur et une largeur. Sous-entendu, je vais mettre par exemple, peu importe les valeurs, puisque encore une fois, nous allons la redimensionner par la suite. Canvas va être piloté par du JavaScript. Comme on pilote par du JavaScript, le plus simple est de donner un identifiant à notre JavaScript. En l'occurrence, je vais l'appeler Canvas. Ne soyons pas trop créatifs à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la chose est assez simple. Nous allons nous pencher sur la mise en place de notre partie JavaScript. Alors, ouverture de script, fermeture de script. Hop. Là, je vais prendre quand même quelques précautions minimum pour faire un truc qui ne soit pas trop pourri quand même. Sous-entendu, nous allons constituer notre balise d'un certain nombre de choses. Une séquence de code qu'on va retrouver quasiment systématiquement. Premièrement, je crée une variable que j'appelle Canvas. Deuxièmement, je crée une variable que j'appelle CTX,
On la trouve souvent dans les tutos sous le nom de contexte, tout simplement parce que c'est un contexte de travail. Je vais y revenir dans quelques instants. Une fois que j'ai créé ces variables, et on prend l'habitude de les créer au tout début, nous allons mettre un écouteur window.add, un écouteur d'événements JavaScript sur le load, qui déclenche une fonction. Pour ceux qui ont l'habitude de jQuery, c'est l'équivalent du document ready, c'est sous-entendu j'attends que tous les éléments de notre page soient chargés avant de lancer quoi que ce soit, si ce n'est des définitions de variables et des définitions de fonctions, mais le code proprement dit sera lancé au niveau du load, une fois donc que tous nos éléments sont chargés, principalement nos éléments externes, images, feuilles de style et autres si nécessaire. À l'intérieur de ce event listener, je vais me mettre en plein écran après tout, nous allons remplir nos variables. Nos variables, c'est-à-dire la première canvas, sera en fait le document.getElementById canvas, c'est-à-dire le lien de programmation entre mon code JavaScript et mon ID canvas. Sous-entendu, c'est grâce à cette variable que je vais pouvoir agir sur ma balise. Deuxième chose, on va définir donc notre fameux contexte qui sera égal à notre variable canvas préalablement créée, dans lequel on va chercher le getContext 2D. Hop là. Alors, évidemment, tantôt je mets des guillemets doubles, tantôt je mets des simples. On va essayer de rester sur des simples tout le temps, si j'y arrive. 2D. Contexte 2D, disais-je, qui va me permettre justement de glisser le fait que le canvas permet aussi de faire du 3D, de la 3D, notamment avec ce qu'on appelle le WebGL, que je ne me lancerai pas à faire, qui est quand même un beaucoup plus complexe et un peu moins bien supporté par les navigateurs à l'heure actuelle. Donc mon contexte de travail, sous-entendu, j'ai ouvert en quelque sorte le lien de mon JavaScript vers ma balise, et ensuite à l'intérieur de ce lien je vais chercher un contexte de travail, le CTX dans mon cas. À partir de là, c'est ce CTX, cette variable, qui va me permettre de dessiner à l'intérieur de ma balise. Accessoirement, alors ça c'est juste pour les besoins de la démo, je vais lui dire que le canvas.width est égal au window.innerWidth, sous-entendu la largeur de mon canvas et la hauteur de mon canvas seront égales à la taille maximum de ma fenêtre de travail. Ensuite, je vais faire appel à une fonction draw, sous-entendu, une fois que j'ai récupéré mon canvas pour pouvoir dessiner dedans, que je l'ai redimensionné. Attention, cet redimensionnement doit se faire au début parce que en cas de modification de la taille du canvas, tout s'efface à l'intérieur, il faut donc tout refaire, tout redessiner. Accessoirement, je le précise aussi, ceci est une séquence de travail, on va dire à peu près correcte, qui nous permet de mettre en place une condition de travail plein écran, mais qui ne gère pas le fait que vous redimensionnez votre écran par exemple, qui nécessiterait une structure un petit peu plus complexe avec un écouteur de l'événement resize qui referait appel à ce qu'il y a à peu près ici à chaque redimensionnement du navigateur. Bon, on ne rentre pas dans l'histoire, ça n'est pas utile, peut-être que je le ferai dans la prochaine vidéo qu'on pourrait appeler donc Canvas Plus. Ma fonction draw, qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur? Eh bien, function draw, je vais faire justement le dessin proprement dit, ou les dessins proprement dit. Donc, pour faire très simple dans un premier temps, je fais ctx fill style égale red, sous-entendu, je prends un pot de peinture rouge et je lui dis que j'indique les coordonnées et la taille de mon rectangle. À partir de là, je vais avoir un super
superbe rectangle rouge qui s'affiche ici. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je suis quand même très content parce que j'ai ma mise en place qui est faite. Sous-entendu, mes deux variables, mon HTML, donc mon lien vers le HTML, mon contexte de travail, mon écouteur de départ et ma fonction draw. À partir de là, tout ce qu'on va faire sera à l'intérieur de la fonction draw, sauf exception que nous verrons en temps utile. Que se passe-t-il donc ici? Donc j'ai mis tout ça en place. Bien, on a vu qu'on avait dessiné à l'intérieur d'un système de repères, donc c'est un système de repères orthonormé relativement classique. La précaution indispensable étant que les coordonnées du 0,0 sont en haut à gauche et non pas en plein milieu, ce qui simplifie quand même considérablement le travail de dessin par programmation bien sûr. Quand j'ai fait appel à ma fonction ici, donc en zoomant un maximum, ça va nous donner ça. Sous-entendu, je me suis positionné à des coordonnées 1, 1, et puis j'ai fait mon rectangle 8 par 4 à ces coordonnées-là, tout simplement. Voilà, donc ça va être le principe. Le principe étant que la plupart du temps, on a des outils de travail, des outils de dessin. Le rectangle est le premier qu'on va voir. Et puis, on a évidemment tout un tas d'autres. Nous allons donc voir comment dessiner justement sur un écran grâce à du JavaScript, bien évidemment. Retour à mon dessin ici. Sous-entendu, j'ai fait quoi ici? J'ai utilisé un rectangle plein. Un rectangle plein, sous-entendu, je lui donne une couleur. On va faire une couleur un petit peu plus discrète, un petit gris par exemple, en lui disant que ici, ça va partir de 0, 0, et puis on va lui faire un fond d'écran de dimension fabuleuse, à savoir la totalité de l'écran. Et là, tchoc, mon écran devient gris, totalité du canvas. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On l'a vu tout à l'heure, on peut dessiner des... changer évidemment la couleur, donc fill style égal, on va lui dire quoi? 00C, et puis un nouveau rectangle, ctx.fillRect, donc n'importe quoi, donc 10, 10, 40, 40, donc rectangle qui sera évidemment dans mon cas assez carré et bleu ici. On va pouvoir donc faire des rectangles pleins, fill signifiant qu'on va remplir effectivement. On peut également faire des rectangles contours, tout simplement en précisant à notre contexte de travail que l'épaisseur de notre crayon va être de 4 par exemple, 4 pixels, et on va pouvoir lui dire stroke style égale, alors ce coup-ci on va mettre du C00, je mets des couleurs bien visibles, et je vais pouvoir lui dire que de me faire un CTX stroke rect de 10, 50 et de 40, 40 par exemple. Et là je m'aperçois que j'ai bien mon rectangle gris, j'ai bien mon rectangle bleu, carré bleu d'ailleurs, pardon, et j'ai bien mon carré rouge aussi. Et puis on peut comme ça, un carré stroke, donc contour uniquement. Et puis on peut comme ça en faire plusieurs, bien sûr, en changeant les valeurs à chaque fois. Donc on va faire 15, 55. On va faire une boucle, même ce sera plus simple. Alors, i égale 10, i inférieur à 30, 40, i plus égale 5. Hop, comme ça, on va pas s'embêter, hein, on fait de la programmation, donc allons-y à fond.
Et sous-entendu, qu'est-ce que je vais lui dire? Eh bien, d'aller se mettre en 10 plus i et 50 plus i, par exemple. Et là, plouc, on va faire des rectangles ou des carrés à la chaîne de cette façon-là. On va même pouvoir, par exemple, lui dire, on va plutôt aller de 10 en 10. On va monter à 80. Et hop, on va faire des petites choses magnifiques de ce genre. On a aussi la possibilité d'effacer des zones. Vous avez un truc qui s'appelle un clear rect, c'est-à-dire faire un rectangle perforé en quelque sorte. Je vais le mettre en 10, 20, 80. C'est-à-dire, là j'ai mon dessin, mon fond, je lui fais une grande zone d'effaceur à travers tout ce que j'ai pu dessiner ici. C'est surtout utile pour vider l'écran, bien sûr, c'est-à-dire qu'on va utiliser souvent ce genre de choses, c'est-à-dire, hop hop hop, je vide l'intégralité de mon dessin pour revenir sur une feuille blanche, un grand coup d'effaceur qu'on évite de faire, sinon ça sert à rien d'avoir fait tout ce qu'il y a ici, mais qu'on va surtout utiliser quand on fait des animations. On y reviendra par la suite. Vous avez vu que j'ai utilisé des couleurs ici hexadécimales, mais on peut très bien utiliser toute forme de couleurs, c'est-à-dire des notations de couleurs au sens HTML du terme, sous-entendu par exemple RGB ou bien il ne faut pas zoomer. Si je prends pas la bonne touche, on peut utiliser du RGB, du RGBA, des couleurs HTML ou des codes hexadécimaux, bien évidemment, selon vos habitudes de travail et votre logique de travail. Le RGBA étant particulièrement intéressant pour jongler sur l'opacité, bien évidemment. Chose intéressante aussi, vous le voyez, on peut jouer sur les couleurs, on peut jouer sur les couleurs de style, on peut jouer sur les couleurs de fond, de police, de crayon. On a parfois nécessité de mettre de côté notre état pour pouvoir faire des dessins, on va dire, créés par des fonctions et éviter de perdre l'état de notre crayon. Sous-entendu, si je voulais, et on va faire une petite démonstration, ce sera beaucoup plus clair. Tac, 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 tac. À savoir, donc là j'ai défini un stroke style. On va mettre du rouge. J'ai défini aussi un line width de, on va faire un truc assez de 15 et je dessine un CTX stroke rect aux coordonnées 100, 100, 200, 200, 300, hop, 300. Donc sans trop de surprise, on va avoir un carré rectangle, un rectangle rouge, qui aurait dû être carré d'ailleurs, tiens, oui, parce que 200 c'est beaucoup mieux. Hop. Voilà, un superbe carré rouge, comme ceci. Ensuite, là, j'ai préparé mon crayon en quelque sorte, et puis je me suis dit, tiens, entre les deux, j'ai oublié, il faut que je fasse quelque chose qui n'a rien à voir. Comme par exemple, faire un autre rectangle, mais d'une autre couleur, comme ceci. Alors, on suppose qu'on est dans une logique d'interactivité ou une logique de choses qui peut changer au fur et à mesure, bref. Il faut donc faire une petite parenthèse. Et pour cela, le Canvas a la possibilité de sauvegarder le contexte actuel. Par contexte, on entend évidemment l'état de notre crayon, nos couleurs, notre état graphique courant, pour te dire. Donc couleurs, propriétés graphiques, les transformations également, on y reviendra par la suite. Donc je sauvegarde mon contexte. Qui dit sauvegarder le contexte suppose de le restaurer par la suite. Et tout ce qu'on fait entre le save et le restore, on peut faire ce qu'on veut. On retrouvera
une fois le restore, ce qu'on avait avant le save, sous-entendu les épaisseurs, les couleurs, etc. Démonstration, je fais effectivement ici, hop, une petite parenthèse de travail, à savoir, je change la couleur de mon style, je change l'épaisseur de mon trait, je change bien sûr les coordonnées, sinon tout va se superposer, comme ceci, et vous allez constater que même si mon deuxième rectangle ici est dessiné après, eh bien il reste rouge parce que j'ai restauré, enfin sauvegardé puis restauré la chose. Donc ça c'est assez intéressant, on va le voir dans quel cas, principalement quand l'on va créer des fonctions de dessin justement pour lui dire que mon dessin va être recréé. Ce contexte peut être mis de côté plusieurs fois, c'est l'exemple que je fais ici, sous-entendu. Je le mets de côté une première fois, je change des propriétés, je le remets de côté, je rechange des propriétés, je restaure. Mais si je restaure ligne 12, ça restaure dans l'état de la ligne 8, sous-entendu avec ses valeurs. Ici, je restaure ligne 14, je vais donc retrouver mes valeurs. Ce rectangle-là sera donc sans surprise rouge, bien évidemment. Démonstration aussitôt. Hop. Hop. Là. Donc je fais du rouge, puis je fais du bleu, puis je fais du vert. J'ai perdu l'indentation, je vais la remettre pour que ce soit plus clair. Hop. Alors évidemment, l'indentation ne fait que aider la lisibilité du code et n'est nullement indispensable, bien sûr. Donc voilà, je sauvegardais mon contexte rouge, j'ai sauvegardé mon contexte bleu, j'ai dessiné mon contexte vert, je reviens au bleu, je reviens au rouge. J'ai donc bien mes trois carrés qui s'affichent dans les couleurs indiquées. Alors sauvegarder, restaurer devient surtout intéressant bien sûr quand on fait ça dans des fonctions, ce que je vous disais juste avant. Et ben on va créer une fonction, je vais d'abord la récupérer pour éviter de la taper, parce que je suis très fainéant. Je vais créer ça dans un fichier JavaScript à part, c'est ce qu'on fait souvent quand on a des fonctions utilitaires, et je vais l'appeler justement canvas tools.js, qui va donc me permettre de stocker mes outils de dessin en quelque sorte. En l'occurrence ma fonction repère, donc ma fonction repère qui n'est pas forcément la plus optimisée du monde, mais qui va me servir à faire un repère. Je vais montrer ce qu'elle donne avant de vous l'expliquer bien sûr. Sous-entendu, je vais faire le lien ici vers le script src dans le dossier JS, comme ceci, et juste avant d'attaquer mon dessin, hop, je vais appeler mon fonction repère. Et là, l'avantage de cette fonction repère, c'est qu'effectivement, elle me trace mon repère et me restaurera mon crayon, quel que soit le moment où j'ai fait l'appel de ma fonction. Sous-entendu, si je la mets après avoir sauvegardé ici, ou même hop, ici, eh bien j'ai beau avoir défini un rectangle bleu, une épaisseur de trait, etc., elle est totalement indépendante, puisque j'ai dans la fonction en elle-même sauvegardé et restauré mon repère. Donc totalement indépendante. Alors la fonction en elle-même, pour information, je vous la détaillerai si nécessaire par une pause sur la vidéo, pardon. Je fais tout simplement une boucle qui va me tracer des lignes horizontales et des lignes verticales sur toute la largeur et toute la hauteur de mon canvas, et une ligne sur 100, enfin toutes les, si mon i est égal à divisé par 100, on fait une ligne plus épaisse ou une ligne moins épaisse selon les contextes, selon les cas. Ce qui nous donne un repère évidemment plus intéressant pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe quand on dessine. Alors
On a vu les rectangles c'est bien gentil, mais on ne va évidemment pas faire que des rectangles. Par contre, on va garder les repères systématiquement. Hop. Sous-entendu, pour faire nos dessins, et bien là encore, on se met dans l'hypothèse d'un crayon que notre JavaScript va piloter. Notre JavaScript va pouvoir piloter son crayon, c'est-à-dire le déplacer sans dessiner, ou bien le déplacer en dessinant. Donc là, comment déplacer notre crayon? On va lui dire déjà que l'on va commencer un tracé, begin path, et à l'intérieur de ce tracé, nous allons enchaîner des instructions. Donc c'était x.moveTo qui va nous dire déplace-moi le crayon jusqu'à la position 200, 400, mais sans écrire. Et puis ensuite, on va lui dire c'était x.line2 vers par exemple 250 par 450. Là, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater qu'il ne se passe rien du tout. Alors, ai-je fait une erreur? Non, pas du tout. Vous avez un mécanisme de sécurité en quelque sorte qui nous dit que rien ne sera dessiné tant qu'on ne demande pas au contexte de stroke d'abaisser le crayon. Et là, on abaisse le crayon. Alors, évidemment, on ne va rien voir. On va donc lui dire c'était x.linewidth 18. Tiens, je crois que je me suis trompé. 19, ça ira bien. Hop, linewidth 19 et plof, on va avoir un trait. Bien entendu, on peut enchaîner les line to, notamment, alors lui dire 450 vers 250, donc 450 vers 250, et là, choc, on va dessiner comme ceci. Notre forme comme ceci, forme ouverte, peut très bien, tiens, j'ai pas mis de couleur, on peut laisser en noir, c'est pas très gênant. Notre forme peut très bien être également ctx. Alors cette fois-ci fill style. On va mettre peut-être pas du rouge, on va mettre du 26B à 4. Allez, hop. Et on peut lui dire évidemment que notre contexte fil, on va le dessiner de manière pleine, comme ceci. Vous constatez que là, ma forme va être remplie puis crayonnée par-dessus. On peut en inversant, hop là, je mets le stroke d'abord et le fil après, et vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose. J'ai fait le trait d'abord et le stroke ensuite. Une autre instruction intéressante du contexte de dessin, c'est de se dire je vais fermer close pass le chemin que j'ai ouvert ici. C'est-à-dire qu'entre les deux, j'ai fait des déplacements. Je suis parti de 200 jusqu'à 450, 250, et je lui dis de fermer et donc de revenir automatiquement à notre position de départ, la première rencontrée dans le chemin. Et vous constatez que il va automatiquement tracer ce trait. Pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On constate qu'ici nous avons un joli trait, mais on peut aussi jouer sur le line join et le line cap. Alors voyons voir ce que c'est que ces deux options là. Line join va nous servir quand on va faire des liens entre les traits, tout simplement, enfin les jointures, pardon, et le line cap va être les terminaisons de notre jointure. Alors dans celui-ci, le line cap, on ne le verra pas. Le line join, par contre, on va le voir tout de suite, puisque c'est celui qui correspond. On va
attirer l'attention sur la pointe. Là, elle est par défaut. J'ai mis round. Vous voyez tout de suite que notre pointe est arrondie. Toutes nos pointes d'ailleurs sont arrondies. Si on met non pas round mais bevel, vous allez voir qu'elles vont être tronquées comme ceci en biais. Ou bien la valeur par défaut, meter, qui est justement de faire une pointe pointue. On peut le dire comme ça. Le line cap, je n'en ai pas puisque j'ai une forme fermée. Je peux l'illustrer par cette petite capture. Sous-entendu, elle peut être but, sous-entendu tronquée aux coordonnées. Donc là, j'ai fait un trait qui va de 100 à 200 et vous le voyez, à 300. Et vous le voyez, ça tombe juste ici. Le même trait en square va déborder un peu, en round va déborder aussi, mais de façon un petit peu arrondie. On peut donc voir un petit peu les différentes variations du type de trait par cela. Alors qui dit programmation, évidemment, dit tout de suite rapidement programmation de dessin, dit rapidement mathématiques. Alors ce n'est pas mon fort, hein, disons-le bien sûr, mais n'empêche que quand on fait du canvas, on est obligé de s'attaquer aux mathématiques, tout simplement parce que nous allons pouvoir faire des ronds, des arcs de cercle, et tout de suite faire des maths, sous-entendu, et notamment des gestions de degrés ou en l'espèce de radians, plus exactement. Comment faire des traits, des arcs de cercle? On va faire déjà un line width, on va se mettre à 18, on va se mettre une petite couleur de trait, stroke, style, on va rester dans le rouge. Je commence un chemin et je vais faire un arc de cercle, fonction arc, dans lequel on va préciser les coordonnées du centre, que le x et le y du centre, puis on va y ajouter la taille, donc le rayon, puis on va lui ajouter deux coordonnées, c'est-à-dire l'angle du point de départ et l'angle du point d'arrivée. Là, je vais partir à 0, sous-entendu, je serai à droite de notre cercle, et je vais m'arrêter à mat.pi x 2, c'est-à-dire un tour complet du cercle, exprimé encore une fois en radians. Et là, je vais avoir un rien du tout, parce que, bien entendu, j'ai commencé à chemin, j'ai dessiné mon arc de cercle, mais je n'ai pas stroke. Baisser mon crayon, qui va être donc nécessaire. Donc là, j'ai un joli cercle rouge, comme ceci. Bien sûr, mon cercle peut être rempli, donc ctx.fill style, on va le mettre à 26B à 4 encore, je ne sais pas d'où je sors ces couleurs, mais enfin bref. Donc là j'ai stroke, mais je peux très bien lui dire juste avant ctx.fill, c'est-à-dire de me remplir mon cercle d'un très beau bleu de ce genre. Une fois qu'on a fait ça, ça c'est très intéressant. Vous le voyez, mat.pi x 2, c'est le tour complet du cercle. Si vous mettez mat.pi x 1.5, eh bien, ça n'est plus un tour complet du cercle. Mais vous constatez que le remplissage, lui, se fait entre les deux coordonnées. Donc là, on a le point 0 et le point pi x 1.5 se trouve ici. Si je fais 1, il ne fera que un demi-cercle de ce genre. Si je lui dis ici de le faire true,
j'espère que je ne vais pas me tromper, il va tourner dans l'autre sens. Et false, par défaut, il tourne vers le bas, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, et true dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc les radians, bah, c'est rigolo, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus naturel à mon sens. C'était x.close passe comme ça, si. Nous, on a plus l'habitude de travailler avec des degrés. Donc je vais créer une variable degré qui va être égale à, mettons, 300. À partir de là, comment convertir des degrés en radians? Eh bien, une petite recherche, vous aurez donné la réponse. Je vais être gentil, je vais vous la donner moi-même. C'est-à-dire que je vais mettre en 350. Il faut prendre vos degrés et les multiplier par pi divisé par 180. Pardon. À partir de là, vous aurez un dessin un dessin d'un rond exprimé en degrés. Et à partir de là, bah, il suffit de lui dire je veux un truc de 45 degrés. Et hop, vous aurez 45 degrés ou bien 90. Je ne vais pas les faire tous, bien évidemment. Comme ceci. Bien entendu, le fil fonctionne aussi de manière plus ou moins esthétique, mais peu importe. Donc ça, bah, c'est des traçages de cercles, hein, tout simplement. À savoir, en ayant bien à l'esprit que bah, de 0 jusqu'à pi fois 2, on a fait le tour, et après on répartit, et puis sinon, bah, on convertit en degrés avec la formule magique ici. True ou false en 5e paramètre, en 6e paramètre, nous permet de choisir dans quel sens on tourne, bien évidemment. Et nous avons la possibilité de pouvoir tracer ce qu'on appelle des courbes de Bézier. Alors attention, ça se complique un peu. Qu'est-ce que c'est qu'une courbe de Bézier? C'est en fait une courbe qui est définie par 4 points de contrôle, enfin 2 points début et fin et 2 points de contrôle. Et en agissant par des formules mathématiques qui me dépassent et que je ne vous expliquerai donc pas, on peut, en agissant sur ces 4 éléments, donc les 2 points de départ et de fin et les 2 points de contrôle, modifier l'allure de notre courbe. Sous-entendu, en déplaçant ce point-là et sans changer les autres, vous le voyez, la courbe va changer. En jouant sur les points d'inflexion de ce genre et les points de contrôle, on va pouvoir comme ça donner à notre courbe l'allure que l'on souhaite et envisager des dessins évidemment très complexes, très élaborés, si on les maîtrise bien, bien sûr. Donc ça c'est la courbe de Bézier. Dans la même famille, nous avons le Bézier quadratique qui est en fait défini par deux points, début et fin, et un seul point de contrôle qui va en fait agir sur les 2 autres éléments. Comment ça va se traduire en JavaScript? Eh bien, dans notre canvas, on va le mettre ici, nous allons avoir comme ceci 2 instructions qui s'appellent donc le Bézier Curve To, mais il va falloir évidemment positionner nos éléments. Sous-entendu, on commence par déplacer notre curseur aux coordonnées du point de départ, et ensuite, en utilisant cette courbe, on affiche les coordonnées du premier point de contrôle, coordonnées du deuxième point de contrôle, et coordonnées du point de fin. Et en modifiant tout ceci, on peut comme ceci, hop, définir l'allure exacte de notre courbe. Donc là, je vais faire une jolie courbe qui ne ressemble pas à grand chose. Un petit symbole, un petit ruban comme ça, pourquoi pas, tiens. Là. Tac. Et je n'ai plus qu'à récupérer comme ceci.
reste plus qu'à dessiner mes éléments, sous-entendu, sans oublier le stroke final, bien sûr. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va avoir, et puis là, s'il veut bien apparaître, pardon, notre ruban, il est devenu rouge dans la foulée, puisque mon dessin ici est rouge, bien évidemment. On peut mettre de la couleur que l'on souhaite, bien sûr. La courbe quadratique, c'est un peu le même principe, sauf que, évidemment, elle ne se dessine pas de la même façon, moins de points de contrôle, moins de paramètres dans la fonction. On va utiliser, évidemment, le résultat des courbes ne sera pas identique, on ne peut pas faire de trucs croisés comme pour l'autre. On va dessiner une sorte de base comme ça, une sorte d'arche, on va dire. Voilà, et on récupère. Et on rajoute ça à la suite, toujours pareil, en n'oubliant pas le stroke. Hop, alors c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Bon, là évidemment elle se superpose un peu, mais c'est pas très très grave. On va changer la couleur entre les deux. Tac. Hop. Voilà, on va même utiliser, tiens, un RGBA pour changer un peu. 255, 00 et 0.7 pour avoir un petit peu de zone alpha, de couche alpha. Voilà, courbe de Bézier, alors je ne m'étale pas dessus parce que je ne suis pas mathématicien et que trouver la courbe et les points de contrôle n'est pas forcément simple. C'est là où il manque évidemment des outils de dessin de type Illustrator ou Inkscape, dont le SVG que le SVG peut utiliser, ou que vous pouvez utiliser pour faire du SVG, pardon, mais qu'on ne peut pas vraiment utiliser pour faire du canvas. Bon, du moins pas forcément très facilement en ce qui me concerne. Alors Canvas peut également dessiner, on l'a vu, mais il peut également nous permettre d'écrire, tout simplement, nous permettre d'écrire ce qu'on va voir juste maintenant, à savoir avec, on va enlever nos petites courbes ici, le ctx.stroke texte. Donc ceci est un texte sans. Donc je lui envoie le texte que je veux utiliser et les coordonnées du texte. Donc en faisant ça, eh bien, nous allons avoir une espèce de grabouillage sans nom, tout simplement parce que je suis en line width 18, ce qui est évidemment énorme. Donc je vais mettre 1 et on constate que là, j'ai bien, ceci est un texte. On constate aussi que la police par défaut est toute petite, toute moche, mais qu'à cela ne tienne, on peut préciser la police que l'on veut utiliser. Genre, je vais prendre un 60 pixels en Helvetica. Hop. Et là, tout de suite, on a un texte qui est beaucoup plus lisible. Vous le constatez, j'ai utilisé le stroke texte, pardon. Je n'ai donc que le contour de mon texte. Si j'utilisais, et on va le faire juste en dessous, le fill texte, en le mettant par exemple en 200, et bien le fill texte va nous faire le remplissage, bien évidemment. Et puis rien ne s'oppose à ce que vous utilisiez le fill texte suivi du stroke aux mêmes coordonnées, et vous aurez comme ça un joli texte bordé de couleurs, magnifique, bien évidemment. Que dire de plus sur le texte? C'est que, évidemment, l'unité de mesure va dépendre de ce que vous voulez. Ça peut être des pixels, des points, des EM et autres. Encore que le EM dans un canvas, je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais le canvas étant en pixels, autant rester en pixels pour les polices aussi. Ça me paraît plus facile à travailler. Accessoirement, on va pouvoir aussi utiliser
toujours dans mon contexte, bien sûr, le texte à ligne, où on va pouvoir lui dire par exemple start. Sous-entendu, j'ai donné mes coordonnées qui sont 100, 200 ici, et vous constatez que 100, 200 c'est ici, mais mon texte va se mettre au-dessus. Start. Si je mets end, qu'est-ce qu'on va constater? C'est que effectivement, il va se terminer aux coordonnées qu'on a indiquées et partir dans l'autre sens. Vous pouvez aussi mettre center, et dans ce cas-là, sans trop de surprise, ça va être au centre. Deuxième option intéressante, baseline, qui va pouvoir prendre un certain nombre de valeurs, par exemple top. On va déjà revenir à notre position de départ. On avait comme ceci en bas et on écrivait par au-dessus. En mettant la baseline en top, et bien vous allez constater que le point va être en haut et le texte va donc être sous les coordonnées 100, 200 qu'on a indiquées ici. On peut donc aussi également indiquer, on va pas le voir, on va mettre par exemple un J. J'avais mis un J tout à l'heure. Un J, pardon. Non, un J minuscule. C'est-à-dire une lettre qui possède un jambage. On va même le mettre en tête. Tiens, hop. Hop. Voilà. Donc là, je mets en baseline top. On peut mettre en baseline bottom, donc qui est la valeur par défaut. Et vous constatez que mon 200-100, il est ici. Et mon texte va commencer en 200-100. Si je mets en valeur alphabétique, eh bien vous allez constater que par défaut, il tient compte du jambage. Et donc le J, la boucle est en dessous de mes coordonnées 100-200. Voilà, donc on a comme ça plusieurs valeurs possibles dans les positions. Vous avez le top, le hanging, le middle, le alphabétique, le idéographique et le bottom avec les différentes variations comme vous pouvez le constater visuellement comme ceci. Au passage, vous faites une petite pause, c'est pour récupérer le code, j'ai énuméré toutes les baselines possibles et je fais une boucle pour les traiter les unes après les autres et les appliquer les unes après les autres, tout simplement. Chose aussi intéressante dans notre Canvas, c'est la possibilité d'utiliser des images bitmap définies par ailleurs. Donc c'est là où je vais effectivement modifier mon code. C'est-à-dire qu'avant ma fonction draw, et sans doute même avant mon écouteur, mais enfin je vais rester regroupé ici, je vais créer une variable img qui est une nouvelle image au sens HTML du terme, mais qui n'est pas placée sur le DOM en l'occurrence. Et j'indique le src de cette image, c'est-à-dire je vais dans image.png comme ceci. Là, qu'est-ce que va faire le navigateur? Il va charger l'image, on va le dire virtuellement, il fait appel à l'image sur le réseau, mais ne l'affiche nulle part. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour faire des préloads d'images dans du HTML. Et là, en l'occurrence, ma variable img va contenir en quelque sorte l'image. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette image? Eh bien, je vais pouvoir, dans mon cas, ctx.drawImage, et je vais pouvoir lui dire, mon image que j'ai définie va se positionner aux coordonnées 0, 0, comme ceci. Et là, mon image apparaît une chouquette. Waouh! Donc là, j'ai affiché mon image, 3 paramètres, le nom de mon image que j'ai chargé préalablement, coordonnées X, coordonnées Y. DrawImage peut également prendre d'autres paramètres. Par exemple, si je la mets en... Il ne faut pas les mettre au même endroit parce que sinon, encore une fois, on ne va rien voir. Je vais lui indiquer ici img.image
width fois 2 img.8, mais décidément fois 2. Et là, j'ai une image qui est doublée. Bon, en l'occurrence, je ne voulais pas la doubler, je voulais la diminuer. Mais on peut très bien également la déformer. C'est-à-dire que si on n'applique pas le même ratio, et bien forcément, elle va être déformée, bien sûr, et ma pauvre chouquette va être tout aplatie. On a également la possibilité de la déformer en fonction de ses dimensions, ou en mettant n'importe quelle valeur, bien entendu, selon ce qu'on cherche à faire, bien sûr. Généralement, on essaye de ne pas faire des trucs trop moches, bien sûr. Il est également possible d'utiliser Draw Image pour faire en utilisant des images de type sprite image, c'est-à-dire il y a des images composées de plusieurs morceaux. Je vais rester sur ma chouquette. D'aller lui dire, je prends mon image d'origine, je me positionne à des coordonnées précises, 20-20 dans mon cas. Je vais prendre un morceau qui fait 50 par 50 à l'intérieur de cette image d'origine, et je vais prendre ce morceau pour le placer dans mon canvas actuel, aux coordonnées 450-250, et en affichant ce carré de 50 par 50 aux dimensions 75 par 75. En faisant ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends un extrait de ma chouquette qui doit se positionner à peu près ici. On reconnaît le bout de sucre qui est là. C'est-à-dire, je me suis positionné, on a dit, en 20-20 dans mon image. J'ai pris un morceau qui fait 50 par 50. Je l'ai ensuite positionné en 450 par 250 aux dimensions 75 par 75. On va comme ça pouvoir faire des extraits d'images, tout simplement, qu'on peut là encore déformer à loisir si on est un grand maniaque de la déformation. Chose intéressante aussi avec les chouquettes, les images, c'est que l'on peut évidemment faire plein de choses avec, et notamment pouvoir faire des patterns d'images. Là, en l'occurrence, je vais conserver ça, il n'y a pas de souci. Je vais sauvegarder juste après mon repère. Je sauvegarde mon contexte, que je restaure. CTX bien sûr juste après. Et ici, je vais lui dire nouvelle fonction, nouvelle variable globale alpha qui est égale à 0.5. Donc je mets en place une opacité globale et je vais lui dire ctx.fill style égale ctx create pattern de mon IMG qui sera en mode repeat. Ne me reste plus qu'à faire un petit rectangle, fill bien entendu, hop, rect que je vais mettre en 0, 0, et je vais lui dire de faire un canvas.width sur la totalité de la largeur et un canvas.height divisé par 2 sur la moitié de la hauteur. Et là, en utilisant donc le create pattern que j'utilise dans un fil rectangle, je vais pouvoir créer comme ça des milliards de chouquettes automatiquement en remplissage, tout simplement. Donc très intéressant pour faire des fonds d'écran, bien évidemment. Repeat ou bien repeatx si vous ne voulez répéter que dans un sens, ou bien repeat y comme en CSS, on peut répéter dans un sens ou dans l'autre, ou les deux. Il y a le repeat none aussi, mais dans ce cas-là, ça s'appelle plus une répétition. L'intérêt est vite limité aussi, bien sûr. Tant qu'on est à faire des choses merveilleuses, eh bien, nous allons pouvoir. Alors, je vais sauvegarder mon contexte toujours. Garder mes images, mes variables ici, je ne sais pas si je m'en servirai encore, et dessiner une image comme ceci. Draw image.
image. Donc là je suis sur une image basique de ma chouquette. Ce qui est intéressant aussi, je vais la mettre ici en taille fixe et je vais en rajouter une autre, mais que je vais mettre en 100 par 100. Donc là je me retrouve avec deux chouquettes normales. Mais je peux aussi donc utiliser des transformations. Par exemple, je vais lui faire une transformation d'échelle. C'est-à-dire que mon système de repères sera désormais agrandi par 3, multiplié par 3, en largeur et en hauteur. Et là, attention, chouquette géante qui apparaît. Pourquoi une chouquette géante? Tout simplement parce que 3 fois, tout simplement. Elle apparaît en 300 par 300, tout simplement, je vais bien dit de se mettre en 100, mais comme on est dans une échelle x3, et 100 x 3 et 300 sans trop de surprise. Donc la transformation va nous permettre comme ça de jouer sur les échelles et de pouvoir afficher des éléments déformés, retravaillés, soit de manière proportionnelle, soit évidemment en déformant de nouveau la chouquette. Là je mets 0,5 et forcément je vais avoir splanf, une chouquette écrasée. 3 fois la largeur et une demi-fois la hauteur, tout simplement. On peut également faire ce qu'on appelle des translations. Sous-entendu, je vais décaler mon système de repères, je vais le mettre en 100 par exemple. Et là, mon système de repères est totalement explosé parce que ça n'est pas translation, c'est translate, bien sûr, comme ceci. Donc là, je remontre sans la translation. Ma chouquette de ma deuxième devrait être en 100-100, donc ici. Par contre, je lui dis de se translater, on va même le mettre en 300. Et on va avoir ma chouquette qui va partir en décalage. Bien entendu, on peut très bien enchaîner le CTX Scale 3.3. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, c'est-à-dire qu'on translate et on déforme dans la foulée. On peut aussi, ne reculons devant aucun sacrifice, rotate et exprimer un radian mat.pi divisé par 8, je ne sais pas trop ce que ça va donner, et faire tourner ma chouquette, tout simplement. On va peut-être éviter de cumuler trop de choses. Si on veut voir quelque chose, hop là, et là ma chouquette va évidemment tourner. Comme ceci. Alors, je ne l'ai pas dit, mais on peut s'en douter, ça marche avec tout ce que l'on va mettre dans le save et le restore. Sous-entendu, si ici je mettais un CTX fill text, comme ceci, hop, on va le mettre en 100 aussi. Et bien mon texte, vous le constatez à peine, mais va également s'afficher. Donc là bien sûr on ne voit rien. Pourquoi on ne voit rien? Peut-être parce que, alors déjà lui on ne le voit pas parce qu'il faut le mettre après si on veut le voir, et il faut peut-être changer mon ctx.font pour lui dire 40px courrier, tiens, hop. Voilà, là on a la chouquette, effectivement, la chouquette en goguette. Dans le cadre catégorie des transformations, on va également avoir la possibilité d'entrer dans ce qu'on appelle la matrice.
Alors là, je ne vais pas m'étendre sur ce que c'est parce que ça me dépasse un petit peu, j'avoue. Mais vous avez la possibilité, quand vous faites des transformations comme ceci, de jouer sur un certain nombre de paramètres qui vont avoir des effets de transformation, de translation, etc. Sous-entendu, en fonction des différents paramètres que vous allez utiliser pour votre fonction. En gros, il faut visualiser cette matrice avec des lettres, donc A, B, C, D, E, F, et vous allez utiliser dans votre transform du canvas l'ordre A, B, C, D, E, F. Si on ne modifie que le X et le Y, c'est-à-dire le E et le F, on aura une translation. Si on modifie le A et le D, on aura un changement d'échelle. Et si on modifie les sinus, les cosinus de tout ça, on va avoir une rotation. On peut également les étirer de manière à avoir un effet de skew, donc de déformation, tout simplement d'étirement, bien sûr. Ce que je vais illustrer aussitôt en au secours, en déformant, en étirant, allez, on va le dire comme ça en français, en ne cherchant pas la complication, en étirant, donc le CTX 7 transforme, et on va lui mettre donc un 0 mat.tangente de moins 15 1 0 0, et là ma chouquette et mon texte vont être étirés tout simplement. Donc ça, c'est assez amusant. Enfin moi ça m'amuse. Alors donc là j'ai mis 100 100. Autre possibilité que j'avais ici sur le support, c'est le fait de me dire, hop, effectivement, vous avez aperçu le résultat. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je fais une transformation, transformation miroir, hein, puisqu'on va jouer sur la translation ici, translation négative, ce qui va nous donner une inversion comme ceci. En jouant sur l'alpha, eh bien on a un joli reflet de ma chouquette, voire, si je reviens en arrière pour récupérer mon texte, que j'ai la flemme de retaper, fil texte, hop. Enfin bref, sans trop de surprise, ça va marcher à la fois pour l'image et on s'en doute pour le texte que l'on pourrait rajouter dessus, chouquette chouquette bien sûr. Voilà, donc on peut comme ça avoir un certain nombre d'effets. Chose aussi amusante, c'est la possibilité de mettre des ombres. Donc des ombres, eh bien, nous avons la possibilité de jouer sur un certain nombre de paramètres, le shadow color sur le premier paramètre. On va lui mettre un shadow color de 444 par exemple, ce qui ne va strictement à rien faire. Par contre, si on le couple à un shadow offset x égale 20, ce qui me paraît peut-être beaucoup, on va plutôt mettre 10, et bien là nous allons avoir un début d'ombrage qui se fait. Et puis si on le fait évidemment en offset y aussi de 10, et bien notre ombre se met en place de cette façon. Alors avec le reflet du bas, ça fait peut-être beaucoup, on va le retirer. Hop. Voilà, c'est très bien comme ça. On peut aussi ajouter un CTX Shadow Blur de 20. Ce qui va me permettre de faire un petit effet de flou autour de cet ombrage superbe.
Que dire de plus sur le Canvas? Sur le Canvas, eh bien, il y aurait évidemment la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Donc ça, ce sont les ombres. Alors ça marche pour les rectangles, les images, les textes, bien sûr. Vous constatez d'ailleurs que sur ma chouquette, j'ai utilisé un PNG avec une transparence. L'ombrage tient compte de cette transparence comme ceci. Ce qui est intéressant dans le Canvas aussi, c'est qu'on peut faire des animations. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc faire des animations, c'est-à-dire que on va faire une petite modification. Je vais garder mon esprit de ma chouquette volante. À savoir, comment va se passer une animation? Et bien tout simplement, l'animation, le principe est qu'on a notre fonction draw qui nous sert à redessiner le contexte global, toutes nos étapes de dessin. Nous allons tout simplement appeler cette fonction à intervalles réguliers. Alors bien évidemment, pour voir quelque chose, il faut qu'il se passe des choses à l'intérieur qui changent à chaque fois, bien sûr. Donc là, je vais créer une variable que je vais appeler x qui au départ sera à 0 et j'utilise cette variable ici dans mon animation. À partir de là, si je lance mon animation, il ne se passe rien pour l'instant, ce qui est normal. D'où je vais mettre en place une nouvelle fonction que je vais appeler bouge, dont le but va être de bouger, de faire bouger cette variable x et de lui dire que x sera par exemple égal à lui-même plus 15 et j'appelle ma fonction draw comme ceci. Bien évidemment, pour que cela fonctionne, il faut que cette fonction bouge soit appelée à intervalles réguliers. Donc je crée une variable chrono, merci, qui est égale à un set intervalle, fonction JavaScript qui s'appelle intervalle régulier, qui va appeler la fonction bouge à un intervalle d'un certain nombre de millisecondes. Donc là, on fait 60 images par seconde. Et sauf erreur de ma part, et je crois que je me suis... Non, ça m'a l'air de pourtant bon. Bouge, bouge, bouge. Ah, alors là, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que Firefox a planté. Hop. Hop là. Alors pourquoi ça ne bouge pas? J'appelle bouge, intervalle régulier. Alors, on va pointer les différents éléments pendant ce temps-là. X est égal à X plus égal 15. Ouais, il y a un truc qu'il aime pas du tout là apparemment. Tiens, pourtant ça marchait aux répétitions. Alors... ignorer, donc là dans image, img x. Alors est-ce qu'il y aurait un conflit avec mon repère? Alors là je ne comprends pas ce qui se passe. Je sens qu'il va encore falloir faire du coupage. Alors simplifions, draw image. Alors, on va faire un bête rectangle.
c'est assez curieux parce que pourtant tout me paraît tout à fait correct. Ah, on a bien notre chouquette volante qui apparaît. Alors pourquoi est-ce que c'est si lent? Là j'avoue que je suis un peu piégé. Mais on a bien notre chouquette qui apparaît. Alors évidemment là je le sollicite énormément, c'est pour ça qu'il aime pas trop, parce que d'une manière générale, alors peut-être que c'est le shadow là qui nous pourrit un peu la vie. Je n'avais pas essayé avec le shadow tout à l'heure. On va simplifier un peu, j'ai l'impression que le shadow... Oui, là on a effectivement un truc qui est voilà, un peu plus ce que je cherchais. Sous-entendu notre chouquette qui vole. Tout simplement. Et on constate que je redessine mon canvas de manière systématique, sous-entendu, y compris le repère. D'une manière générale, quand on fait une animation, il est important, avant d'appeler la fonction draw, de lui dire ctx.clear rect qu'on a aperçu tout à l'heure, c'est-à-dire de faire le ménage dans mon canvas sur la totalité de la largeur ainsi que la totalité de la longueur. Et là, on va avoir effectivement une chouquette qui va être un peu plus fluide, comme ceci. Alors du coup j'ai perdu le fil dans ce qu'on a vu. Alors donc les animations, alors évidemment mon animation peut être un peu plus travaillée puisque vous voyez qu'au bout d'un moment ma chouquette disparaît corps et âme. Il est tout à fait possible de lui dire non non mon ami, je ne veux pas que si jamais mon X dépasse le canvas width, et bien mon X redevient égal à 0 par exemple, ou même ouais, 0 ça ira très bien. Hop, et là comme ça, ma chouquette va voler. Et quand elle arrive au bord d'un côté, elle réapparaît au bord de l'autre côté. Donc là, on a une animation qui est dans le principe posée, mais qui est évidemment à ne pas utiliser telle qu'elle, puisque bah, vous le voyez, il vous le dit lui-même, c'est embarrassant, tout simplement parce que nous avons... Hop, restaurer. Nous avons planté le navigateur tout simplement par une animation un petit peu trop violente. Tout simplement parce que le set intervalle est à ne jamais utiliser quand on fait de la programmation avec le canvas, tout simplement parce que là je fais une fréquence de 1000 divisé par 60, c'est-à-dire un soixantième de seconde sauf erreur de ma part. Si jamais l'animation prend plus d'un soixantième de seconde, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il va se passer que la prochaine animation commencera alors que la précédente n'a pas terminé. Pour ça que lorsque l'on fait des animations canvas, il est conseillé d'utiliser le Request Animation Frame, qui est une autre technique que l'on verra dans un tuto différent. Mais bon, le principe est là, c'est-à-dire qu'on a une fonction de dessin qui est appelée à intervalles réguliers, soit par cet intervalle, soit par une autre fonction, tout simplement. Voilà. Que dire de plus sur le canvas, si ce n'est que... qu'est-ce que nous n'avons pas vu aujourd'hui? Nous n'avons pas vu la manipulation d'images bitmap, sous-entendu Canvas dispose de nombreuses fonctions pour jouer avec les images, appliquer des filtres, appliquer des... comment dirais-je, appliquer des filtres sur les images, modifier les couleurs, modifier un certain nombre de choses. On peut également créer des dégradés. On a vu les ombres, les dégradés c'est pareil, c'est plus trop tendance, mais il y a moyen de créer des dégradés en précisant les points de couleur et autres.
On peut faire des animations largement plus élaborées, hein, ce qu'on a aperçu, et on a surtout aperçu qu'il n'était pas très intelligent de faire des animations simples, qu'il était important de les travailler largement plus, d'une part en utilisant le bon code et puis d'autre part en préparant tout ça. On essaiera de faire des animations Canvas plus dans un autre tuto, de même que l'interactivité, c'est-à-dire le fait de pouvoir piloter la souris, cliquer sur le canvas et jouer avec les éléments qu'il compose. Sachant que c'est un peu la faiblesse du canvas, si l'on veut faire des expériences de clic pour pouvoir détecter à quel endroit on a cliqué, c'est vite très compliqué et c'est très vite mathématique, comme beaucoup de choses d'ailleurs avec le canvas. On l'a perçu avec les courbes de Bézier, les cercles tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on a de plus? Eh bien, justement, pour aller plus loin, pour préparer ce tuto, j'ai utilisé pas mal de sites web divers et variés que l'histoire n'a pas forcément retenu le nom. Par contre, j'ai aussi utilisé des livres, principalement ces deux-là, même exclusivement ces deux-là pour le canvas. Donc le premier, c'est donc HTML5, une référence pour le développeur web, qui est assez intéressant sur la manipulation de base du canvas. Le deuxième, HTML5 de la page web à l'application web, qui est beaucoup plus pointu et qui aborde un peu plus les concepts d'animation. Donc je verrai plutôt dans le deuxième tuto, même si il utilise des choses qui sont très vite très techniques, qui ne me paraît pas forcément utile de mettre en œuvre systématiquement, mais je pense qu'il y a des raisons évidemment techniques derrière tout ça. Accessoirement, dans les références importantes, eh bien, vous avez ce petit site de cheat sheet, c'est-à-dire le petit anti-sèche sur le canvas, anti-sèche interactive, qui reprend un petit peu tous les éléments que l'on a vus, c'est-à-dire il y a des choses qu'on n'a pas vues comme le clipping, qu'on n'a pas, les opérations de composite, c'est-à-dire le fait de faire des superpositions d'éléments et de voir comment ça se passe dans cette superposition. Effectivement, ça j'ai pas vu. On n'a pas vu non plus ce que je viens d'apercevoir ici, les gradients, les dégradés, pardon, qui peuvent être linéaires ou qui peuvent être radiaux. Après, le concept est assez simple finalement, c'est-à-dire vous créez un dégradé linéaire avec les systèmes de coordonnées, vous ajoutez des couleurs stop et puis vous faites un remplissage avec le fill style, un peu comme sur le principe des images de pattern qu'on a vu préalablement. Rien de très complexe, bon, je rentre pas dedans parce que le temps imparti est atteint, et notamment parce que j'ai fait 2 fois cette vidéo. J'avais eu un problème de son la première fois, donc on s'est relancé pour faire la deuxième. Voilà, à suivre dans un prochain tuto, Canvas+, à suivre dans un autre SVG. Dans quel ordre et quand je vais les traiter, je ne peux pas vous le dire, ça va dépendre du temps disponible en ce qui me concerne, mais ce sera sans doute fait à un moment donné. A très bientôt de toute façon.